Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Immédiate et très tonitruante levée des boucliers, aussitôt que la demande pour un débat au sein de l'Union européenne sur la situation en Algérie a été formulée par Raphaël Glucksmann, le député européen. Tous les relais de la junte, tous sans aucune exception, ont été réactivés pour tirer à boulet rouge sur cette initiative, pour agiter le spectre de l'ingérence étrangère, faire l'amalgame avec rien que ça, le bombardement de la Libye par l'OTAN. Certains nous ont même rappelé que Raphaël Glucksmann est le fils d'André Glucksmann, l'alter ego, nous dit-on, de BHL. Le plus comique, s'il n'était tragique, est que ce sont quasiment les mêmes, pendant la décennie rouge, qui avaient applaudi au soutien de ces deux intellectuels français à l'interruption du processus électoral, et donc aux généraux putschistes et aux éradicateurs, qui nous disent aujourd'hui que cette même initiative du fils d'André Glucksmann est une ingérence annonciatrice d'intervention militaire en Algérie. Les mêmes qui ont félicité André Glucksmann et BHL pour avoir soutenu le coup d'État de 92, les janvieristes et les carnages qui s'en sont ensuivis, au prétexte qu'on ne fait pas la guerre avec des gants blancs, nous avait-il dit, qui les voue aujourd'hui aux gémonies, descendance y compris. Les 5 candidats en lice pour les élections présidentielles unanimement rejetées par les Algériens parce qu'elles sont cousues de fil blanc et qu'elles ne serviront qu'à prolonger sous une autre forme l'emprise de la junte sur le pouvoir, ne sont pas en reste, ces candidats. Et ils jettent des cris d'orfraie. Il ne leur manquait plus que ça, eux qui peinent à mener une campagne électorale qui se tient littéralement à huis clos, dans des salles presque vides, eux qui sont hués où qu'ils se rendent, dont les panneaux électoraux, j'allais dire publicitaires, sont partout saccagés, dont les portraits sont remplacés par ceux de détenus quand ils ne sont pas tagués, voire souillés. L'un d'eux, le très fantasque Benguerina, qui nous avait annoncé qu'il serait élu sans l'ombre d'un doute, pour la simple raison que cela lui avait été prédit par un célèbre marabout algérien, a encore une fois sévi. Il nous a annoncé, rien de moins, que l'Union européenne s'immisce dans les affaires algériennes parce qu'elle avait très peur qu'il ne soit élu, lui, M. Benguerina, qu'il ne soit élu à la présidence algérienne. Mais écoutez-le. الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم راح يفتح نقاش سياسي حول حراك الجزائر. عارفين عليها تحرك ولا ما عارفوه؟ مش عارفين. هما راهم ظانين باللي نهار اللي صرحنا باللي رئيس الجمهورية القادم بفضل الله وتوفيقه والتفاف الشعب هو عبد القادر بن قرينة كذبوا. لكن الآن كانوا مراهنين بالك على واحد المرشح. بدات الأمور نتاعو تساقط. لما بدات الأمور تساقط نتاعو قالوا هيا نداركوا الأمر ونديروا قرار دولي باللي رانا ضد الانتخابات لأن خلاص اللي كنا ناويين عليه سقط والسيد راه دايها صح وما كناش عارفين. رانا شفنا اليوم التجمعات ورانا شفنا المسيرات ورانا شفنا الالتفاف الشعبي ورانا شفنا كل هذا. ما لا خلينا نداركوا الأمر من خير من لا يجي ويقطع علينا البزولة نتاع الجزائر ما نخلوش. Nous avons traduit ce que disait ce monsieur pour que tous ceux qui ne parlent pas l'arabe dialectal algérien et qui ne connaissent pas suffisamment la situation en Algérie se rendent compte de ce que sont ces élections que rejettent les Algériens et de ce que sont certains de ces candidats qui ont été adoubés par la junte. Mais sinon, cette levée des boucliers du régime et de ses relais sur cette initiative européenne a aussi, nous devons le dire, soulevé une réelle inquiétude au sein de la société algérienne, souvent très ombrageuse pour tout ce qui est de la souveraineté de l'Algérie sur son propre pays. Une société qui a été travaillée en profondeur, conditionnée jusqu'à ses tréfonds, jusqu'à ses identifications et ses ancrages les plus fondateurs sur l'ennemi intime, sur l'ennemi extérieur,
sur le danger omniprésent des forces internationales contre une Algérie mecque des révolutionnaires, une Algérie qui menace les intérêts des grandes puissances, une Algérie dont le développement serait fatal pour l'Europe, une menace en soi, dont la puissance de feu de l'armée algérienne les fait trembler et tutti quanti. Une propagande menée de main de maître par une mafiocratie qui tente de faire oublier qu'elle a saigné le pays, qu'elle y a commis des carnages contre la population civile, qui a fait l'acquisition d'un potentiel militaire qui ne servira à rien de toutes les façons contre ces mêmes puissances qui nous l'ont fourgué et qui ont su graisser la patte du décideur en commission qui se chiffre en milliards de dollars. Un régime corrompu et corrupteur qui a instrumenté en système de gouvernance le mensonge, dont la première stratégie est de monter les Algériens les uns contre les autres. Un régime qui a usé comme d'un fonds de commerce de la guerre de libération et des chouhada, qui a institué, toujours en règle de gouvernance, la corruption de masse et dont la quasi-totalité des barons de la junte et de tout le régime a installé ses pénates dans ces mêmes puissances où ils blanchissent leur argent et dont ils nous disent aujourd'hui qu'elles menacent notre pays. Des puissances qui ne trouveront jamais des alliés aussi arrangeants que ces mêmes barons et autres généralissimes qui sont pour elles de toute façon et de l'avis général de tous les observateurs sérieux, les meilleurs proconsuls qu'auraient pu s'offrir ces mêmes puissances qui nous menacent jamais. Initiative européenne, ingérence, solidarité, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Melika Benarab Attou, députée européenne entre 2009 et 2014. Madame Melika Benarab Attou, merci d'être avec nous. Bonsoir, je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir discuter de ces questions importantes, des relations entre l'Union européenne et l'Algérie. Très bien. Alors, comme vous êtes pour la première fois avec nous, courte présentation. Vous êtes de nationalité algérienne et française. Vous êtes né en Algérie. Vous avez fait vos études en sciences sociales. Vous avez un DEA
Société contemporaine du Maghreb. Vous avez travaillé comme cadre dans le champ de la protection sociale. Vous êtes militante associative, membre du collectif lyonnais de solidarité du peuple algérien. Et vous êtes également membre de la coordination mondiale de la diaspora algérienne avec Free Algeria. Mandat de député, donc, comme nous l'avons déjà dit, au Parlement européen entre 2009 et 2014. C'est ça. Merci d'être avec nous. Yahya Bonouar, journaliste. Merci Yahya d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Idir Ounouren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, en Skype, depuis Bruxelles, je crois, nous allons avoir Maître Salah Dabouz, avocat, défenseur des droits de l'homme. Est-ce que Salah Dabouz est avec nous? Mazel. Très bien. Alors, donc, Madame Melika Benarabatou, je vais vous demander, pour nous qui ne sommes pas très initiés à ce genre de résolution, de débat, de nous faire une petite explication de texte. De quoi il est question au juste? Alors, donc les parlementaires peuvent, sur les questions des droits de l'homme et des libertés, proposer une résolution d'urgence. C'est-à-dire que c'est sur des situations d'urgence, on ne va pas sur le fond. C'est pour que le Parlement européen puisse prendre des positions sur les questions des droits de l'homme. Ça se fait... Et ça, ça a quel but? De réveiller l'opinion publique, d'attirer l'attention des gouvernements européens? Oui. C'est une position, c'est-à-dire que le Parlement européen estime qu'il a une déclaration à faire sur une question qu'il estime importante concernant les droits de l'homme. Donc résolution d'urgence, donc on ne va pas dans le fond. En général, on le fait très rapidement, c'est dans des délais plus courts. Il n'y a pas tout un travail de commission sur le long terme. Ça, c'est autre chose. Alors cette résolution, donc là, jeudi, donc demain matin, vont tenir un débat et un vote sur une résolution d'urgence sur, alors je dis le titre, sur la question des libertés, sur la situation des libertés en Algérie. Le titre a été changé, monsieur. Alors, il y a eu, vous savez qu'il y a toujours des négociations. Le travail parlementaire européen, il est très particulier et il est vraiment différent de celui qui se passe en France, par exemple. En France, on a des partis politiques et qui s'affrontent. On est pour, on est contre. Le processus parlementaire européen, c'est toujours une recherche de convergence, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller vers une position commune. Alors, ça a ses défauts et ses qualités, mais bon. Là, il y a eu donc une proposition qui a été portée au départ à l'initiative de deux personnes, Raphaël Glucksmann et Cathy Piri, qui ensuite a été rejointe, cette proposition de résolution, par le PPE. Alors c'est vrai que le poids des groupes politiques est important parce qu'il faut arriver à une majorité. Si on n'a pas de majorité, la résolution tombe. Et pour avoir une majorité, eh bien, il faut que d'autres partis politiques s'associent. Alors là, on a la résolution finale qui a fait l'objet d'une négociation. Le PPE aurait souhaité qu'on intègre la question des libertés religieuses dans le titre même de la résolution. Ça n'est pas fait, et heureusement. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, et heureusement, absolument. Et là, donc, c'est la situation des libertés en Algérie qui est le titre de cette résolution. Pour moi, c'est une résolution... Des libertés d'une façon globale, voilà, sans entrer dans les détails qui peuvent être plus importants les uns que les autres, et dont les Algériens ne comprendraient pas qu'on fasse un peu moitié-moitié. Et moi, j'aurais été contre une résolution qui intègre dans le titre la question des libertés religieuses. Je crois que c'est vraiment pas le moment de... Et c'est pas du tout l'objet dont a besoin le Hirak pour être soutenu dans sa mobilisation pour une Algérie libre et démocratique. Parce que c'est ça l'objectif. Et qui n'est pas aussi divisé que d'aucuns cherchent à le faire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, le PPE, donc, qui est le parti de droite, c'est en France le parti des Républicains, qui est membre de ce groupe politique. L'autre parti qui est fortement, dont plusieurs députés soutiennent cette résolution dans sa version finale, c'est le groupe qu'on appelle Renaissance, qui en France, c'est le groupe de la République en marche. En France. Et le troisième parti de M. Macron, voilà, c'est ça. Et le troisième groupe qui soutient, c'est un groupe qui s'appelle ECR, qui est un groupe de droite, mais un peu... voilà, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple que M. Bernard Guetta, qu'on connaît tous, c'est un journaliste, qui a rejoint l'équipe de La République En Marche et qui a été élu sur cette liste-là, soutient cette résolution finale. Voilà, donc je pense que... Pourquoi c'est intéressant à votre avis? Parce qu'il est proche de l'Élysée? Non, c'est parce que, si vous voulez, quand des parlementaires portent une résolution,
quand ils sont connus, ça fait plus de buzz, ça donne une audience plus importante auprès des citoyens en général. Ça crédibilise un petit peu. Oui, ça donne un poids plus important. Je pense que c'est dire que Raphaël Glucksmann et Bernard Guetta soutiennent cette résolution. Permet quand même de... Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez entre les mains la résolution déjà annoncée, même si elle n'a pas été encore votée, mais qui a... expliquez-nous un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, comme j'avais expliqué, il y a des parlementaires qui proposent, qui font un projet de résolution. Ça a été le cas de deux personnes que j'ai citées tout à l'heure, qui sont du SED, c'est-à-dire Socialisme et Démocratie. Donc, c'est Cathy Piri et Raphaël Glucksmann. Ils l'ont proposé aux collègues parlementaires. Là-dessus, l'ont rejoint donc des députés du PPE, de Renaissance et du SCR. Et ensuite, il y a une négociation. La négociation s'est faite hier, qui permet d'aboutir à une version finale qu'on a aujourd'hui et qui fera l'objet d'un vote, d'un débat d'abord et d'un vote demain Mais en vous dites le projet final. C'est-à-dire c'est adopté, c'est voté, c'est non, oui. Non, c'est pas voté. Oui. C'est demain le vote. Oui, mais justement, quand vous dites final, ça veut dire qu'elle sera soumise à vote quand même. Ça veut dire qu'elle ne peut plus faire l'objet d'amendements. Ah, d'accord. Hier, comme je vous ai expliqué, le PPE avait souhaité qu'on l'intègre dans le titre, et puis, je n'ai pas tous les détails de la négociation, mais enfin, là, on est sur une version finalisée qui va aller au vote. C'est celle qui va aller au vote, et il n'y aura pas d'amendement possible. Il ne reste qu'à l'adopter en l'état ou ne pas l'adopter. Ou s'abstenir. Mais vous avez entre les mains la résolution finale. Voilà, oui. D'accord. Donc, juste une précision, il n'y aura pas de discussion concernant la résolution. Il y a un débat. Il y a un débat, pas plus. Mais pas sur le contenu de la résolution. Parfait. C'est un débat. Pour la compréhension des téléspectateurs. C'est un débat, mais qui n'impliquera pas d'amendement ou de changement. Parfait. Alors, un débat qui aura lieu demain entre 9h et 11h, me dit-on. Alors, entre 9h et 11h, mais il y a une première question qui sera à l'ordre du jour. Donc, le débat sur l'Algérie se fera... c'est difficile à dire, ça va dépendre du temps qui sera pris dans les débats, mais demain matin, à partir, disons, peut-être de 9h30. Alors, c'est très important, c'est un débat qui est visible en direct sur le site du Parlement. Donc, ceux qui sont intéressés... c'est-à-dire on peut suivre... les débats et le vote. Les débats et le vote en direct sur le site du Parlement. Voilà. Il suffit d'écrire sur Google Parlement européen site, et nous avons le site, et vous pouvez suivre... Alors, après, il faut aller un petit peu, mais oui, il faut chercher à finir la recherche. Plénière, et dans plénière, après, il y a... Plénière, il faut mettre plénière et après on doit trouver... Il y a une vidéo et on voit, oui. Alors, juste pour parfaire un peu notre connaissance de ce milieu que nous ne connaissons pas très bien, combien il y a de sujets traités comme ça par le Parlement, disons par jour? Est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs? Oui, il y a beaucoup de sujets du même genre, de la même importance? Celui-ci est relativement moins important, parce que là où l'enjeu se fait, c'est sur les questions qui ont un rôle législatif, c'est-à-dire qu'ils vont faire l'objet de loi. Donc là, c'est pas le cas. Là, c'est juste consultatif. C'est une déclaration, une prise de position. Une prise de position. Ah, d'accord, une résolution. Alors, les résolutions, c'est un thème global, mais c'est une résolution d'urgence. D'urgence, d'accord. Et donc, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, ça pourrait donc servir, pour l'avenir, à alerter les opinions publiques, à donner le là peut-être au gouvernement respectif. Je peux même vous dire que les États et l'État algérien regardent de très près. Je crois que le rôle quand même de l'Union européenne est important. Les déclarations, même si ce ne sont que des déclarations sans rôle législatif, c'est quand même une prise de position importante qui a fait l'objet de débats au niveau européen. Et je sais que, par exemple, certains parlementaires, leur bureau, m'ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de coups de fil de pro-régime qui disaient attention, déclaration d'urgence, d'ingérence, donc surtout ne votez pas cette résolution. Justement, et nous allons parler de ce sujet au juste. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon édito, il y a un battage incroyable dans tous les relais du régime, médiatiques, politiques, partisans, société civile, qui sont en train de montrer du doigt cette initiative. Et il rappelle que M. André Glucksmann, Raphaël Glucksmann est le fils d'André Glucksmann, et donc ils font la relation, l'amalgame avec ce qui s'est passé en Libye. Alors, à votre avis, c'est le titre, une ingérence, une solidarité, une inquiétude? Oui, il faut dire aux gens, aux téléspectateurs et aux Algériens d'une manière générale, que le monde c'est un village. Et l'idée que ce qui se passe ailleurs, les gens, ça ne les intéresse pas, ils ne peuvent pas en parler, c'est une idée complètement farfelue. On est des êtres humains
Et on ne va pas laisser dans un endroit de la planète des dictateurs ou des tyrans malmener, maltraiter leur peuple sans qu'il y ait une solidarité internationale. Ça n'existe pas. Sans la solidarité internationale, l'Algérie n'aurait pas eu son indépendance, par exemple. Mais oui, mais Yahya, en ce moment, il y a des milieux sociaux qui ne sont pas pro-régime, bien au contraire, qui militent contre le régime, qui manifestent en ce moment même, qui se disent assez inquiets parce qu'ils ont été travaillés, parce qu'ils perçoivent... On est en train de leur dire en ce moment que cette initiative équivaut à l'intervention de l'OTAN en Libye. Ça veut dire que ça va y mener... Pas du tout, pas du tout. Ça veut dire, les gens nous écoutent en ce moment. Je pense qu'il faut Je se mettre à l'échelle. Je pense qu'il faut comparer ça à l'initiative de M. Sarkozy et l'OTAN en attaquant la Libye. On n'y est pas encore. Ça, c'est... On n'y est pas encore. On n'y est pas du tout. Voilà, on n'y est pas du tout. Vous l'avez dit dans votre édito, on essaye de coller à Raphaël Glucksmann sa filiation. Oui. Mais il faut le dire aussi à nos téléspectatrices et téléspectateurs que quand ce régime avait besoin d'une caution démocratique en Europe, ils ne se sont pas gênés pour inviter M. Bernard-Henri Lévy et M. Glucksmann. Donc ça, je crois que vous l'avez évoqué dans votre édito, me semble-t-il. Oui, oui, en effet. Donc, il me semble, pour moi, on peut... L'appellation ingérence, je ne pense pas. Je crois que Mme Benarab a dit quelque chose. D'abord, je ne pense pas que la réunion de demain, ce soit une réunion délibérante. Ça, c'est pas du tout. Donc ça, il faut que nos compatriotes le sachent. Deuxièmement, c'est une alerte à l'opinion publique. Et tout à l'heure, Mme Benarab a parlé de Free Algérie, c'est-à-dire d'un espèce de congrès mondial des sociétés civiles. Moi, j'aurais eu une autre démarche parallèlement à ça. Il aurait fallu peut-être, il me semble, il aurait fallu peut-être faire une très très grande réunion avec tous les collectifs, prendre le temps. C'est vrai qu'il y a une urgence, mais le 12 n'est pas une fatalité, si vous permettez. Et réunir la société civile, d'abord celle qui est active en Algérie, celle qui est active à l'étranger, faire un espèce de forum sur 2 jours, appeler les sociétés civiles des pays qui comptent. Oui. Je termine juste, M. Bouchou. Et à ce moment-là, on ne pourrait plus parler d'ingérence. À ce moment-là, ce seraient les sociétés civiles des pays en question qui influeraient par leurs actions leur gouvernement afin qu'ils sortent de leur logique d'État. Alors, 2 choses. D'abord, et pour moi c'est très important, on dit l'UE, c'est pas l'UE, ce sont les parlementaires, ce sont les représentants des peuples européens qui ont pris... Non mais pour moi c'est très important. On a des positions de l'UE prises par le Conseil qui sont les représentants des États, et là c'est autre chose, ce sont les États avec leur propre logique, leurs propres intérêts. Et la solidarité internationale, moi je vais vous dire une chose, je vous ai dit j'étais parlementaire de 2009 à 2014. L'Algérie était un tabou. J'étais membre de la délégation Maghreb, j'ai essayé de faire une réunion autour des problèmes des élections. Vous savez qu'en 2014, c'était le 4e mandat de Bouteflika, il y avait plein de témoignages, plein d'informations qui nous disaient que ces élections n'avaient pas été faites dans les normes internationales. J'ai demandé à qu'on fasse une réunion sur cette question au sein de la délégation Maghreb. Au dernier moment, elle a été faite à huis clos. C'est-à-dire que la société civile et les journalistes n'ont pas pu assister. Il y a une espèce de tabou. Moi, j'ai juste envie de dire que l'Algérie, c'est un pays comme un autre. Ces résolutions d'urgence sur les questions de droits de l'homme, elles se font pour tous les pays de la planète. Il y en a chaque jeudi dans les sessions plénières qui se font tous les mois à Strasbourg. Il y a plein de pays, à chaque fois il y a plusieurs pays, et il y a des positions et résolutions d'urgence sur les questions des droits de l'homme des pays de toute la planète. Pourquoi, en Algérie, on ne pourrait pas avoir une résolution du Parlement européen en tant que Parlement européen ? Vous avez raison qu'il faut travailler avec la société civile, et ça a été fait, de ce que je vois, ça n'a pas été fait. Et non, mais c'est pas hors sol. Il y a des noms qui ont été cités. Il y a des personnes qui ont été citées, la question des détenus, etc. Il y a vraiment eu un lien avec les sociétés civiles algériennes. Mais là, c'est une position du Parlement qui dit, nous, Parlement européen, avec nos valeurs, notre vision du monde, sur l'Algérie comme sur les autres pays, on veut prendre une position sur la question des droits de l'homme. Pour moi, c'est vraiment loin de l'ingérence. Il y a eu en 2015 une résolution du même type, je crois, qui avait soulevé l'ire de l'ambassadeur à l'époque d'Algérie. Il avait fait un tollé énormissime. Mais toujours, dès qu'on touche à l'Algérie, c'est un problème. Sur la question de l'ingérence, je pense qu'on a parlé, tout le monde a en tête, on ne peut pas nier, ce qui s'est passé avec la Libye. Moi, j'étais parlementaire à ce moment-là. Il y a eu une résolution, pas d'urgence, mais une résolution sur la question libyenne. Et moi, j'ai voté contre. J'étais contre l'idée que qui que ce soit Sarkozy ou d'autres Européens puissent intervenir en Libye, parce que ça, c'était de l'ingérence.
Mais aujourd'hui, c'est vraiment autre chose. C'est une prise de position de solidarité internationale avec le peuple algérien de la part des élus représentant les peuples européens. Alors, Yahya, avant de montrer justement l'appel des Algériens à des puissances étrangères quand ça les arrange, Absolument, nous allons voir quelques images, mais Yahya d'abord. Oui, juste un mot. Je veux dire, on cherche la solidarité internationale pour soutenir cette révolution, mais quant à l'ingérence, c'est quand le chef de l'État, Ben Saleh, va faire un rapport détaillé à Poutine. Absolument. Devant les caméras, ça, c'est de l'ingérence. Quand le chef d'état-major et l'aile se rendent aux Invalides, hôpital militaire sous le portrait de François Hollande, ça c'est de l'ingérence. Quand ils envoient officiellement le ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre à l'époque, faire la tournée pour convaincre du 5e mandat, pour avoir la légitimité des puissances, ça c'est de l'ingérence. Au moment où on parle, la révolution algérienne n'a aucun soutien de personne. Absolument. On cherche le soutien des peuples. La je solidarité dirais peut-être même le contraire. Un blackout quasi total, par exemple, pour la manifestation de Paris, du 1er novembre. On ne comprend pas une ligne, pas un entrefilet, pas une image. Je rappelle quand même que parmi les militants qui ont manifesté, il y avait beaucoup de binationaux. Donc nous, est-ce qu'en tant que binationaux français, est-ce qu'on n'a pas le droit à une information correcte de ce qui se passe sur la question algérienne? C'est vrai que le silence des médias est atterrant. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? On dit que les... Si, on comprend. Mais les médias sont censés être sont aux mains des indépendants. oligarques en France. Il y a 8 milliardaires qui détiennent 95%. Et il y a un lobby France-Algérie ici qui arrange très... Mais aussi le sujet de Maghrébia, ne l'oublions pas, qui a été évincé de Telsat sur des pressions internationales, certaines puissances que je ne me permettrai pas de citer, pour ne pas avoir plus d'ennuis. Mais il n'y a rien eu. Et ça c'est de l'ingérence. Je vais le citer dans ce rapport. Dans le rapport d'origine, la question de Telsat et de Maghrébia elle a disparu dans les négociations. Donc voilà. Comme quoi. Et ça, ce n'est pas le gouvernement algérien, c'est ses alliés. Aujourd'hui, je le répète, les puissances étrangères ne soutiennent pas la révolution, ils soutiennent le régime. Et je rappelle que vous avez été reçu par le personnel de Telsat. Oui, par la secrétaire générale de Telsat. Et qui vous ont rien dit. Vous êtes sortis nous dire, nous qui manifestions dehors. Ils n'ont rien dit. C'est lui qui a écourté l'entretien, me semble-t-il. Parce que ça tournait en rond. Voilà, tout à fait. Ça tournait en rond. C'est juste pour te rendre hommage. Merci. Je voudrais ajouter un élément. Je pense vraiment qu'il y a ce silence sur l'Algérie pour deux raisons. D'abord, il y a une crainte, parce que tout le monde a en tête des attentats. L'Algérie a quand même une image de pays où il y a eu cette décennie noire, avec tous ces meurtres et avec beaucoup de sang qui ont fait que beaucoup, comme vous dites, Algérie, parfois on me répète cela. Il y a la question, il y a d'autres enjeux. Il y a un enjeu énergétique. Vous savez qu'avec le chantage de la Russie, l'Algérie a un rôle très important pour fournir le gaz aux Européens. Différentiel avec l'Allemagne. Et voilà. Et donc, il y a cet enjeu-là. Donc, on fait très attention parce que si le régime se fâche, il risque de nous couper les robinettes. L'Algérie est quasiment la clé. En parlant du Sahel et en parlant d'ingérence, c'est ce régime qui a ouvert le ciel algérien aux avions absolument, français. Aux avions français. Voilà, alors qui ne nous donne pas de leçons. Qui nous donne pas de leçons. Ce que je pose derrière comme question, contre quoi? Contre quoi, bien évidemment. Alors, nous allons regarder quelques images de ces gens qui dénoncent l'ingérence. Vous allez les voir eux-mêmes, je n'en dis pas plus, nous allons les regarder. الوضع في الجزائر وضع متحكم فيه وأننا قادرين على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة. صحيح وسائل الإعلام تضخم بما يجري حقيقة ما يجري في الجزائر وتسعى إلى أن تروج لإعطاء معلومات تنقصها الدقة. ولكننا يمكن نقول لكم بأننا رسمنا تصورا وخطة ونسير في إطارها، والخطوة هذه تعتبر هي الآن في مراحلها الأخيرة. قد اعتمدنا الحوار مع الشركاء ومع ممثلي المجتمع المدني، كونا لجنة مستقلة وقلنا أن هذه اللجنة أن الحكومة والرئاسة والمؤسسة العسكرية أنها تنسحب
وشكلنا لجنة تتولى الإشراف التحضير والإشراف على الانتخابات القادمة التي سوف تكون يوم 12 ديسمبر القادم. الصحيح هنالك. Alors, nous allons voir maintenant la tournée de celui qui fut ministre des Affaires étrangères. Je rappelle que nous avons eu 2 ministres des Affaires étrangères. Tellement que c'était. Hein. Alors, l'un des 2 ministres des Affaires étrangères qui était devenu quasiment vice-président à l'époque, hein, qui a été bombardé. Nous allons le voir en train de faire la tournée des grandes puissances à qui il demandait leur ingérence pour pouvoir adouber le 5e mandat. Son. Un problème de son. Alors, nous allons après voir. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui. On parle toujours de l'ingérence des pays européens. Mais enfin, l'Arabie Saoudite a quand même un rôle. Le Qatar a un rôle. Les Émirats Arabes Unis. Tous ces États ont un rôle et se permettent de prendre plus que des positions, mais d'intervenir dans la politique algérienne. Et là, on les accueille avec le tapis rouge. Donc, si on parle d'ingérence, alors regardons tous les acteurs absolument, qui ont un rôle. Tout le spectre. Alors, nous allons voir, je crois, M. Gaïd Saleh, M. Sellel et les autres en train de rendre, j'allais dire, de faire allégeance à une certaine puissance tutélaire, à l'hôpital Val-de-Grâce et aux Invalides, qui, rappelons-le, un hôpital militaire français. Regardez. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, reçoit le Premier ministre Abdelmalek Sellel et le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, à l'Institution nationale des Invalides, où il poursuit une période de soins et de réadaptation fonctionnelle en vue de consolider l'évolution favorable de son état de santé. Le président de la République a reçu un exposé détaillé et global de la situation qui prévaut dans le pays, tant sur le plan des activités nationales que sur le plan de la situation sécuritaire au cours de la rencontre qui a duré près de 2 heures. Le président de la République a suivi et écouté attentivement les détails concernant les activités gouvernementales, la situation politique et sécuritaire, ainsi que l'état d'avancement des programmes et des projets nationaux. À cette occasion, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a donné des instructions et des orientations nécessaires concernant l'ensemble des questions relatives aux différents domaines d'activité. Alors, maintenant, Madame Benarab Atou, nous allons voir M. Hollande, quand il a fait ce voyage éclair à Alger, juste pour faire cette fameuse déclaration, entrée dans l'histoire désormais, sur l'alacrité de M. Bouteflika, dont tout le peuple algérien savait à l'époque qu'il ne savait même plus son nom. Regardez. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités, et il l'a montré, pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. Sagesse et jugement pour régler les crises du monde, et c'est le président français qui sera à Alger juste pour cette conférence de presse, pour dire ça à un moment où la rumeur enflait sur l'état de santé du président. Et ça ne s'appelle pas ingérence. C'est Pinocchio. C'est incroyable. C'est un champion du monde du mensonge. Ouais. C'est incroyable. Bon. Quand des observateurs avertis nous apprennent que c'était M. Hollande qui avait fait pression sur certains généraux algériens qui étaient assez réticents sur le 4e mandat de M. Bouteflika. Oui. Il avait fait une déclaration officielle pendant que Bouteflika était à l'hôpital. Je me souviens en disant
il va se soigner, il va rentrer chez lui et les élections auront lieu au mois d'avril. C'est terrible, hein. Oui, alors qu'on ne savait pas s'il était mourant ou pas, qu'il avait mis fin au fameux article 88 de la Constitution à l'époque. Il a mis fin à la discussion en disant qu'il va rentrer chez lui et les euros. Et il est bien, il n'y a pas de raison d'appliquer l'article sur l'empêchement. Alors, tout ça, évidemment, ce n'est pas de l'ingérence. Il voulait juste peut-être chercher 0,2 de croissance pour faire descendre et infléchir la courbe du chômage aussi. Il y avait beaucoup d'intérêt derrière. Alors, nous allons Salah Dabouz qui vient de nous rejoindre. Il ne sera malheureusement pas en Skype, mais au téléphone. Salah Dabouz, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir contacté. D'abord, je m'excuse pour ne pas être à l'heure parce que j'ai eu un empêchement de dernière minute. Ensuite, je salue les invités et tous les téléspectateurs. Merci Salah Dabouz. Nous avons eu peur parce qu'on sait comment quelle est la nature de vos empêchements habituels. Vous faisiez arrêter par des gendarmes, éloigner par des magistrats, mais on s'est rappelé que vous n'êtes plus en Algérie, donc ça nous a rassurés quelque part. Salah Dabouz, que pensez-vous? Malgré que j'ai été condamné hier par le tribunal de Rebé à 18 mois de prison ferme et une amende. Mais bon, ils peuvent condamner s'ils veulent même à mort. Ça ne me fait plus, ça ne m'inquiète plus parce que non seulement je suis loin de leur portée, mais parce qu'ils n'ont plus aucune crédibilité à mes yeux. Alors, et sur cette initiative européenne des parlementaires européens, dont nous avons la résolution finale, le texte final qui doit être adopté demain en principe, ou non, qui en 22 points, je crois. A priori, il va être adopté puisqu'il y a un accord de principe. Voilà, l'accord de principe a été donné par tout le monde. Voilà. Enfin, pas par tout le monde, mais par la majorité. Par la majorité, parfait. Alors, Salah Dabouz, votre avis, ingérence, comme le prétendent certains, ou juste une solidarité internationale de parlementaires avec un peuple qui est en train de conduire une véritable révolution depuis le 22 février? Écoutez, on est maintenant en mesure de comprendre ce que peut être une ingérence et ce qui est une solidarité. On n'est pas dupe à ce point. Le peuple, d'une façon générale, il sait très bien faire la différence et la part des choses. Ingérence, d'abord, il faudrait que celui qui veut s'ingérer, qu'il soit capable d'influencer la décision du régime en place, et il faudrait qu'il ait accès à certains centres de décision. Solidarité, c'est quand on dit que nous dénonçons une pratique qui ne soit pas respectueuse des droits humains et international pour lesquels il s'est engagé avec des partenaires étrangers. Salah Dabouz? Oui. Je reviens à vous dans un petit moment. Il semble qu'il y ait un petit problème de téléphone. Je reviens à vous. Poursuivez, s'il vous plaît. Allez-y. Salah Dabouz? Salah Dabouz? Oui, il y a un souci. Alors, oui, allez-y. Une telle position d'élu des peuples européens est importante, c'est parce qu'il faut quand même voir la répression qui existe actuellement en Algérie. Combien de centaines, je ne sais plus à combien le nombre, mais on a plusieurs centaines de militants sont en prison, les médias sont complètement bloqués, il y a une espèce de silence, une chape de plomb, et ce qui a permis au peuple de pouvoir quand même arriver à se mobiliser aussi fortement, c'est les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils ont une ouverture sur l'extérieur. Et donc, ce silence, ce blackout, ce harcèlement des militants et des citoyens algériens qui veulent une démocratie et qui veulent que ce régime tombe, eh bien, le fait que d'autres parlementaires à l'extérieur les soutiennent, c'est fondamental. Pour moi, c'est vraiment très important. Est-ce que les parlementaires européens ont compris que ce régime est en train de jouer à un jeu vraiment très malsain? Dans le même temps qu'il est en train de dire, publiquement, avec qui voulez-vous que je discute? Il n'y a pas de représentant. Dans le même temps, il étête toute possibilité. À chaque fois qu'il y a un leader potentiel,
il l'envoie en prison. Et il fait en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité de faire émerger des représentants de ce mouvement. Et dans le même temps, il dit « Ah non, non, je ne peux pas discuter avec la foule, moi, il n'y a pas de représentants. » Mais cette manipulation, elle est quand même assez incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu les affiches pour lancer la mascarade des élections du 12-12. Vous avez vu? Ils reprennent des photos du Hirak et ils disent « Venez voter, on est avec vous ». Merci de l'avoir rappelé. Merci mais je veux dire, cette manipulation, elle est continue, elle est permanente. Absolument. Ici, en Europe particulièrement. Oui, oui, oui. Alors, ce sont des affiches où on voit le Hirak, je ne sais pas si vous l'avez vu, des images du Hirak, avec des textes qui n'ont rien à voir et qui disent « Regardez, tout le monde est en train de demander des élections », alors que les photos sont des photos de gens qui disent non aux élections, Gaïd Salah dégage, etc. Sauf que tout ça ne marche plus, excuse-moi. Tout ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne depuis 1962. C'est la manipulation, c'est la police politique, c'est les basses manœuvres, c'est l'ADN du régime. Et ce régime, heureusement, n'a pas compris que l'Algérie est passée à une autre étape. C'est l'Algérie des réseaux sociaux. C'est une formidable jeunesse qui a un rêve, qui a un espoir, et que toutes ces manigances, c'était bon dans les années 70. Peut-être dans les années 90, c'était plus bon, puisqu'il a fallu utiliser la violence. Aujourd'hui, cette jeunesse a compris que ce régime fonctionne avec ses basses manœuvres et avec la violence. Les basses manœuvres, ça ne tient plus. Et la Selmiya leur enlève l'arme de la violence. Ils sont nus et ils ne le savent pas. Idir, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est-à-dire que cette résolution-là, elle arrive. Une question que j'aimerais vous poser, me répondrez après, c'est est-ce qu'elle peut avoir un impact sur la Commission européenne? Oui, forcément. Donc ça, voilà, ça, je souhaiterais que vous nous répondiez tout à l'heure, c'est-à-dire par la porte-parole ou la commissaire aux affaires étrangères, ça c'est un. Et deuxièmement, ce qui arrive là maintenant, comme l'a dit Yahya, on a une jeunesse mondialisée. Elle ne peut plus se laisser avoir ce type de communication à la coréenne, à la nord-coréenne. C'est plus possible, ça. Notre jeunesse est mondialisée, il y a les réseaux sociaux, il y a l'instantanéité de l'information. Et puis il y a des débats. Parce que vous voyez un jeune de 20 ans qui a son portable, tiens, regarde, donc ça devient viral, toutes les vidéos deviennent virales. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est par rapport à nous, ça tombe très bien, cette résolution-là du Parlement européen, nous allons aller vers des élections. Pour moi, je l'ai déjà dit sur le plateau, le 12 n'est pas une fatalité. Il faut essayer de se mettre en place après le 12. Parce que l'état-major, le commandement militaire, donc M. Gaïd Salah et son politburo, comme je dis souvent, et son bureau politique, vont aller aux élections. Il va d'abord de sa crédibilité à l'intérieur et à l'extérieur. Je décide, le roi soleil, l'État c'est moi. On va aller aux élections, il y aura des échauffourées, ça paraît évident, de tensions diverses. Je ne pas sûr, moi aussi. Je ne partage pas. Oui. Je ne partage pas, parce que la vie c'est un combat, ils veulent les élections. La majorité, l'immense majorité des Algériens n'en veulent pas. On verra le 12-12, et même avant le 12-12. Non, mais ça, c'est un point de vue. Non, mais il est en train de dire, même si on y va et même que ça se passe, ça n'arrêtera rien et ça ne changera rien. Voilà ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas moi, je dis une chose. Les conditions et l'environnement qui président à ces élections sont délicates. On va avoir de la tension, on va avoir des violences, on va avoir, ça paraît évident. C'est l'entêtement du commandement militaire à vouloir imposer par la force à un peuple quelque chose dont il ne veut pas. C'est des redites, ça, on est d'accord, on est tout à fait d'accord. Non, mais c'est eux, ils portent la responsabilité des dérapages. Si tu me laisses terminer, ce serait... Je te laisse. Merci. Ce que je voulais dire... Ils sont amis. Hein. Oui, c'est bien. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'il faut s'inscrire dans la perspective de l'après-12. Tout à fait. Parce qu'à ce moment-là, et les partis politiques, si tant est qu'ils se reformatent, si tant est qu'ils rentrent en clarification, le Hirak, peut-être qu'avec cette résolution et qu'avec les tensions qui vont résulter du déroulement du scrutin, vont probablement peut-être faire émerger des leaders, entre autres. Mais bon, là n'est pas le souci. Je voulais juste terminer, si ça ne vous dérange pas, c'est qu'à ce moment-là, et la classe politique qui est en Algérie, et la société civile, et les gens du Hirak sont légitimes ensuite à préparer tout ce qu'ils veulent. C'est là tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire entrer en dissidence citoyenne au début, après peut-être en désobéissance civile, parce que là, d'ici au 12, sauf événement imprévisible ou exceptionnel, les élections auront lieu. Moi, c'est ma conviction.
on ne peut pas les empêcher, Voilà, ce n'est pas possible. Je ne le partage pas. Alors, je vais laisser Malika Benarabatou répondre à votre question et après j'en aurai une moi aussi. En fait, il y avait 3 questions, si je me souviens bien. Vous avez d'abord parlé... Influer sur la commission. Voilà. Est-ce qu'il y aura un poids ou un impact. effet, un impact sur la commission? influence. Forcément. Pourquoi? Parce qu'en fait, les seuls légitimes au sein des instances de l'Union européenne, c'est quand même le Parlement, parce qu'ils ont été élus par les peuples. Donc même si cette résolution n'a pas un poids législatif, elle ne va pas faire l'objet ensuite de Mais directives, l'initiative etc. est à la Commission, Madame Benarab. Non, pas En seulement. règle Non, il y a des, il y a Sauf, des, oui, il y a des il y a eu compétences maintenant. amendements Il y a des, par rapport aux résolutions de Lisbonne. il y a des compétences Où il y a qui, eu- quand même, voilà, tout à étant fait. gagnées petit à petit par le Parlement. Et je pense d'ailleurs qu'on est dans un moment où il va falloir refonder l'Union européenne parce que le déséquilibre des forces entre la Commission, le Conseil qui représente les États et le Parlement a un poids qui est trop faible par rapport à l'enjeu qu'il représente. Mais donc la Commission est très attentive aux positions prises par le Parlement. Donc je suis persuadée que cette résolution, si elle est bien votée et si elle gagne la majorité comme normalement ça devrait se faire, forcément la Commission devra être attentive et en tenir compte. Parfait. Vous avez abordé ensuite, est-ce que ces élections du 12-12 vont avoir lieu ou pas? Moi, je ne sais pas, je me pose des questions, je ne suis pas convaincue aujourd'hui. Quand je vois la mobilisation, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez vu, dans des daïras, dans des APC, les citoyens vont et carrément mettre des parpaings et ferment les lieux de... Oui, mais ça, c'est au niveau de la symbolique, c'est pas seulement C'est pas seulement symbolique, enfin, c'est en train de se voyons, diffuser. Combien? Vous avez vu peut-être 4, 5. Est-ce que vous avez vu... Il faut être sérieux à un moment donné. Je ne pense pas. On est très sérieux. Non, je rigole. Non, je ne pense pas que des actes, fermeture à Akbou, fermeture à Bouira, etc., que c'est effet boule de neige. Les élections, c'est dans 12 jours, une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Ce qu'il y a lieu de dire aussi, c'est que, et c'est là où c'est intéressant d'aborder le problème, c'est que le Hirak, pendant 9 mois, était dans une espèce de résistance. Il était dans une stratégie de la tension. On va augmenter maintenant, on va rentrer dans une stratégie peut-être de l'affrontement. Mais c'est le cas maintenant, oui. les gens sortent la nuit, tout les à gens fait. sortent Bah oui. autrement que le vendredi. Tout à fait. Tout à fait. Oui, Ouais, mais c'est quasiment. tous les jours. Le souci, c'est qu'on est passé de la résistance à une oui. action dynamique. Oui. Forcément, Une action parce qu'en dynamique. face, il y a... Jusqu'où va-t-elle oui. aller? Et Oui, c'est ça, c'est ça. le ça, problème. Dieu seul le sait. Maintenant, elle doit aller. Après, on verra, parce que la vie, ce n'est pas une carte postale, hein, c'est une dynamique. Tout à fait. On peut empêcher cette élection de manière pacifique. Si le vendredi 12-12, le jeudi 12-12, ou même avant, et ça va se passer, on verra l'ampleur, les Algériens sortent manifester dans la rue le 12, le jour du vote, il n'y aura pas de vote. Il y aura quelques petites caméras cachées. Et c'est vrai comme que ça par un fait. curieux hasard, le 12-12 tombe un vendredi. Jeudi. Ah, d'accord. Ils ont évité le vendredi quand même. Ah, quand même. Par rapport à Mais cette c'est pas question... joué, hein, c'est pas joué. Non, c'est pas joué. eh Mais je bien, voudrais quand même rappeler que la diaspora, je rappelle quand même que la diaspora algérienne est très importante. Hein. Alors en première, France, mais pas en seulement. France, c'est la Voilà, première. en France, c'est la première, mais même dans d'autres pays européens, elle a quand même un rôle à jouer. Ça, j'en suis convaincue, je vais revenir après. Elle n'est malheureusement pas organisée pour Elle ce est en faire. train, je vais vous expliquer d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut rappeler que du 7 au 12, les bureaux seront ouverts pour les élections en Europe, en France et en Comme Europe. d'habitude, ils changent- Oui, ils n'ont pas changé de- mais peut-être que de des actions procédure. vont être menées pour empêcher, il y a etc. des Il y a déjà des Oui, projets, etc. oui. Donc, bon, on verra. On verra. C'est vrai que- Alors, moi, j'ai- Pardon, juste une dernière Oui, chose. je vous en prie. Vous avez évoqué le fait qu'il faut déjà travailler à la suite. Bon, le 12-12, c'est une étape, mais il y a la suite. Et comment on peut faire? Alors moi, je voudrais dire que justement, je suis membre d'une coordination de la diaspora. On a plusieurs collectifs au niveau européen. On a aussi un collectif d'Algériens au Canada, aux États-Unis, bon, en Autriche, à Milan, etc. Et on a déjà fait une première action. On est en train de se connaître et de travailler ensemble. On a fait une action en octobre pour le... Et là, on a proposé, on a lancé un appel, je voudrais en parler, un appel pour des assises de la transition démocratique. C'est-à-dire que dire on est contre, oui, mais il faut déjà commencer à réfléchir, au moins imaginer comment cette transition pourrait se faire. C'est un appel qu'on a fait au PAD, donc aux partis politiques, et aux dynamiques de la société civile. Donc on est en train de travailler là-dessus. Je pense qu'on a besoin, on est à un moment où il faut déjà, comme vous disiez, penser à l'après et construire la transition Et démocratique. j'aurais Parce une qu'elle ne pourra pas question tomber tout du à ciel. l'heure pour vous, mais en attendant, nous allons aller vers Salah Salah Dabouz. Mais j'aurais une question pour vous tout à l'heure, Malika Benarabatou, sur le manque d'implication des jeunes générations algéro-françaises pour la plupart. La plupart du temps, ce sont des franco-algériens.
Mais beaucoup ne sont pas franco-algériens, il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Mais quasiment tous ceux qui sont nés ici en France ne s'impliquent pas suffisamment dans cette histoire de leur pays d'origine ou de ce qui est resté leur pays aussi, en plus de leur nationalité du pays d'accueil. Saleh Dabbous, j'aimerais vous poser une question que tout le monde est en train de se poser en ce moment. Vous savez que selon certaines indiscrétions qui ont filtré, sur les 700 ministres qu'a eu l'Algérie depuis 1962, il y en aurait au moins 500 qui se sont installés dans la seule France. Je ne parle pas des autres pays. 500 sur 700. On nous parle de milliers d'officiers supérieurs qui auraient installé leurs pénates, leurs enfants, leurs épouses en France, leur fortune, etc. On nous parle de milliers de cadres supérieurs du secteur public. Et je passe sur les diplomates et autres grands serviteurs de l'État, comme ils s'appellent eux-mêmes. Alors, comment une telle hémorragie, Saleh Dabbous, de ces gens qui se disent grands commis, grands serviteurs de l'État, qui s'installent tous en France notamment, vient-il faire la leçon sur l'ingérence des pays, des Occidentaux sur cette Algérie qu'ils ont eux-mêmes contribué à saigner? Et je ne jette pas la pierre à tous ceux qui sont installés en France et ailleurs, parce que beaucoup parmi eux sont honnêtes et qui ne vivent que de leur salaire ou de leur traitement, j'allais dire. Saleh Dabbous. Alors, il y a deux sortes d'Algériens qui quittent l'Algérie. Il y a les Algériens qui ne peuvent plus vivre en Algérie parce que le régime les réprime. Et il y a les Algériens qui quittent l'Algérie par peur d'être jugés. Et ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ils savent très bien que le régime va tomber. Ils savent très bien qu'un autre régime il va s'installer et il va commencer par demander à tous les Algériens qui ont fait du mal des comptes, et donc ils quittent l'Algérie pour échapper à cette question de rendre des comptes. J'espère que, Saleh Dabbous, j'espère qu'un régime ne va pas remplacer un autre, mais qu'un État, une république, va venir remplacer ce régime. Non, mais attendez, quand on parle de régime, on peut avoir un régime d'un État républicain, un État de droit, un régime dans le sens objectif du terme, c'est-à-dire un régime il peut être bon comme il peut être mauvais. Je ne suis pas d'accord, mais je vous laisse poursuivre. Je pense que nous, en Algérie, c'est parce que le régime a toujours été mauvais que le mauvais régime revient avec le mauvais sens. Bref, on va dire qu'un régime et une république, un État de droit, ok, je suis d'accord pour utiliser cette terminologie pour échapper à cette connotation négative du mot régime. Bref, donc, les Algériens qui se trouvent en dehors de l'Algérie, soit ils ne pouvaient plus vivre, soit ils ont peur d'être jugés. Alors, c'est la preuve que le régime ne fait que des problèmes, mais je veux juste revenir sur la question de la souveraineté et de l'ingérence étrangère. Il y a un principe universel. Jamais une décision d'appui vers un peuple ne peut être une ingérence. C'est très simple. Jamais, quelle que soit l'entité qui soutient, parce que les peuples ont toujours raison, qui soutient un mouvement populaire, ça veut dire que ce n'est pas de l'ingérence. L'ingérence, c'est quand on soutient une entité contre les intérêts du peuple. Ça, c'est de l'ingérence parce que ça va directement contre l'intérêt du peuple. Et donc, on s'ingère, soit en soutenant le pouvoir, comme l'avait fait, par exemple, un ministre américain lors de la campagne électorale de 2014 en faveur de Bouteflika. Ça, c'était de l'ingérence. Ou en soutenant un autre groupe contre le groupe au pouvoir, mais dans tous les cas contre les intérêts du peuple. Donc ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, je voudrais aussi signaler une chose très importante. Il ne faut pas, à mon sens, à mon avis, se faire une fixation si les élections auront lieu ou pas. Parce que la chose la plus importante, maintenant, c'est que le peuple rejette les élections. Et rejeter les élections, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'elles n'aient pas lieu par l'expression de notre rejet, mais même si elles ont lieu,
on va continuer à rejeter ces élections et ce qu'il doit en résulter de ces élections, si elles ont lieu, et d'une manière pacifique. Ça veut dire maintenant on rejette les élections et si elles se tiennent, on rejette le résultat de ces élections. Tout à fait, parce que sinon, si on s'inscrit dans l'objectif d'annuler les élections, on pourrait être déçu du fait qu'elles aient lieu. Or, il est question de rejeter les élections, qu'elles aient lieu ou pas, on accepte. On n'accepte pas qu'elles aient lieu, et si elles ont lieu, on n'accepte pas le résultat et on continue le combat. Et restez avec nous. Parce que, oui, voilà. poursuivez, finissez votre phrase, pardon. Parce que la chose la plus importante, c'est le fait qu'on exige le changement du pouvoir et on ne doit en aucun cas rentrer dans l'agenda et le calendrier que le pouvoir veut nous imposer. Il fait ce qu'il veut, mais nous, on n'est pas d'accord. Restez avec nous, Saad Aboud. Saad Aboud dit deux choses, mais alors d'un bon sens populaire, j'allais dire, absolument incroyable. La première, il dit, l'ingérence, c'est quand un État étranger soutient le régime, soutient un clan contre un autre. Mais quand un État étranger ou une institution étrangère soutient le peuple qui lutte contre son despote, ce n'est pas de l'ingérence. Et l'autre chose qu'il a dite qui est très bien, ça veut dire il ne faut pas se poser la question du 12. Tout à fait. Avant, on lutte contre les élections, et si tant est qu'elles aient lieu, on luttera contre le résultat. Mais évidemment, pour moi, le travail politique, le travail de sensibilisation et le travail, disons, en profondeur. Pourquoi ? Parce que le 12, on nous l'a présenté comme étant la panacée. Monsieur Salah Gaïd, quand il convoque les élections, il n'y a aucun contenu politique dedans. Aucun contenu politique. Moi, j'aurais aimé qu'il essaye de séduire la population algérienne et le peuple algérien. Il a pourtant fait plus de 50 discours. Oui, tout à fait. Et puis, je vais vous dire une chose. Plus de 50 depuis des casernes. Et puis, vous imaginez. Il ne prend même pas le soin de sauvegarder, de sauver les apparences. Et puis, en plus, on est là, nous, à attendre, à faire l'exégèse de ces discours deux fois par semaine qui répondent aux manifestants du vendredi et du mardi. Ça, il faut que ça cesse. Bien sûr. Et il y a aussi une chose, c'est que l'armée ne peut plus tenir dans cette posture-là de répondre, puisqu'il a effacé la présidence de l'État. Oui. Bon, on sait très bien qu'il est inconstitutionnel depuis le 9, le Premier ministre est complètement effacé, l'armée ne peut pas rester en face du peuple. Elle a besoin d'un filtre, qui serait ce nouveau président qui serait élu. Vous voulez dire une façade ? Une façade, et en plus, quelle va être l'attitude des pays étrangers, est-ce qu'ils vont valider l'élection ou pas, c'est la première question, et pas simplement les Européens, la Russie aussi, la Chine aussi. Le monde arabe, donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est toutes ces questions qui doivent nous agiter. Et se préparer pour l'après-12, parce qu'à ce moment-là, chaque citoyen algérien est légitime à préparer soit la dissidence citoyenne, soit la désobéissance citoyenne, civile, pardon. Et tout le 12 aussi. Hein. Pardon ? Donc il faut bien sûr réfléchir après le 12. Le 12, ce n'est pas la fin du monde. Oui, voilà, mais il faut, entre aujourd'hui et le 12, tout faire pour empêcher que ça se passe comme le veut Gaïd Salah. Mais ce que je voulais dire, Yahya, c'est qu'à ce moment-là, se pose cette problématique. Ils veulent nous entraîner sur le terrain de la violence. Le souci, c'est celui-là. Ils veulent nous entraîner donc, sur le terrain de la violence. Nous connaissons nos jeunes Silmiya, mais la Silmiya, elle a des limites. C'est pour ça que je dis les Ça a été le cas aujourd'hui à Bouira. À Bouira, entre autres. Vous me donnez l'occasion de faire la transition. Yahya, ce régime, on sait qu'il veut se maintenir coûte que coûte. Il n'est pas question pour lui, dans son esprit, de partir. C'est inimaginable. Pourquoi ? S'il avait le choix, il partirait, parce qu'il est inquiet. Mais il sait que s'il part, tous ces scandales remonteraient à la surface. Et ces scandales sont énormissimes, à peine imaginables. Donc, il va tabler certainement sur toutes les solutions possibles. Et en dernier ressort, ce qui se fait très bien faire, nous en savons quelque chose avec le terrorisme pédagogique, est-ce qu'il ne serait pas tenté de mettre le paquet sur la violence, justement, de la provoquer? Je vais répondre. On en a déjà parlé, y compris sur ce plateau. Le régime a déjà tout essayé. Les divisions, la fitna, les zouafs, les kabyles, l'emblème, les arrestations. L'OTAN, voilà. l'ingérence. Il a déjà tout essayé, sauf ce qu'il sait faire de mieux, c'est la violence. Et moi, je vais vous dire que ce régime n'utilisera pas la violence. Pas parce qu'il n'a pas envie, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Parce que ses maîtres le lui interdisent.
Parce que le chaos en Algérie n'est supportable ni par l'Italie, ni par la France, ni par l'Espagne. Vous parlez d'un tsunami migratoire éventuel. Et le chaos en Algérie, c'est 1400 km de côte face à l'Europe. C'est toute l'Afrique qui débarque, et ainsi de suite. Personne de sensé ne peut accepter le chaos en Algérie comme c'est le cas en Libye. Imaginez, l'Algérie, c'est un continent. Voilà. Ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire, non pas parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, ils l'auraient déjà fait. Par contre, à côté, il faut garder la selmia. Et on peut parfaitement, je le redis, si le jour du 12-12, qui est un jeudi, les Algériens le transforment en vendredi, et qu'ils sortent manifester comme ils le font dans toutes les villes. Le jeudi, vous voulez dire une journée d'avance? Oui, le jour. On fait un vendredi par avance. C'est un jour férié, on en fait un vendredi par avance, pendant que les quelques dizaines de supporters du régime iront voter, eh bien les millions d'Algériens seront dans la rue, et il y aura, à ce moment-là, une présence médiatique internationale, parce qu'ils ne peuvent pas refuser les visas à tout le monde, ils ont commencé à en accorder. Le 12-12, ce sera une fête populaire en millions devant les médias internationaux, et de manière pacifique. Oui, merci. Sur la question de la violence, pourquoi justement ils n'iront pas à la violence? Parce qu'il y a ce regard extérieur. C'est en ça aussi que cette résolution est importante. Les Européens, les élus, disent à l'Algérie, on a un regard sur vous, on exige que vous libériez les détenus, que la question des droits de l'homme soit prise en charge, et nous-mêmes, ils proposent même qu'il y ait un état des lieux, qu'on envoie, etc. C'est très important, et c'est ce qui fait que, parce que, si vous voulez, autant il y a un espèce de silence sur la situation d'étouffement des libertés, de harcèlement et de détention des militants, aller à la violence, ça serait se mettre à dos tous les Européens. Et les Européens leur disent, là, on a un regard sur vous et on soutient le mouvement populaire. Donc moi, je pense que j'ai du mal à croire que la violence pourrait être le levier que va prendre... Je vais revenir vers vous tout à l'heure pour cette question que je vais vous poser sur l'implication des jeunes générations issues de l'immigration. Mais oui, allez-y. Juste pour la traduction de la résolution donc, du Parlement, il termine le Parlement en disant le Parlement européen appelle à établir un état des lieux de la situation des droits de l'homme en Algérie, ce qui veut dire mécaniquement qu'il y aura une suite à ça. Non, mais l'interprétation que... oui, non, mais je ne pense pas. Le Parlement européen, très régulièrement, je ne sais pas quel est le dernier rapport qui est paru, il y a un rapport sur l'état des droits de l'homme, la situation des droits de l'homme dans les différents pays, y compris Algérie, Maroc, Tunisie. Donc non, mais ça fait partie des processus. C'est pas quelque chose de... Madame Benarab, là c'est très important parce qu'il faut clarifier, je veux dire. Le Parlement européen appelle à établir un état des lieux de la situation des droits de l'homme en Algérie. Oui. C'est pas un poncif. Il appelle à un état des lieux. Donc cette résolution, probablement, il faudra appeler, ça veut dire peut-être recommander sa trajectoire. Voilà ce que je veux dire. Mais ça se fait déjà. Hein. Il y a des rapports, ça se fait régulièrement. Il y a déjà un rapport qui est paru il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose, c'est un processus. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas une nouveauté, c'est pas un élément. Salah Dabouz, alors, sur cette possibilité du recours à la violence par le régime, s'il se voit acculé, nous connaissons son expertise en la matière, surtout celle du terrorisme pédagogique, sauf qu'il semble que cette fois-ci, des rapports secrets auraient été émis par des autorités régionales et locales à l'état-major, leur demandant de faire très attention à ne pas donner la troupe, à ne pas faire sortir les soldats, parce qu'ils seraient majoritairement acquis à la révolution du 22 février. Et j'ai même appris que dans une certaine, je ne sais pas comment on peut dire, caserne ou cantonnement, on aurait retrouvé au petit matin des inscriptions pro-Irak un peu partout à l'intérieur des murs. Est-ce que c'est pour ça que ce régime n'a pas encore recouru à l'armée, ou est-ce, comme nous le dit Yahya Bonouar, parce que leurs maîtres, comme il a dit, pour reprendre ces termes, ne le leur ont pas permis? D'abord, je pense que c'est le peuple qui a décidé et qui tient à ce qu'il n'y ait pas de violence. Et c'est la chose la plus importante. Parce que s'il y a violence, c'est entre les groupes, on va dire, de citoyens qui peuvent accepter de s'affronter et que l'alimentation soit faite par l'armée et par des forces externes, etc.,
Aujourd'hui, le peuple algérien est vacciné. Il sait très bien ce que c'est que la manipulation et ce que c'est que la violence. Et il refuse de verser dans la violence. Et c'est l'élément le plus important qui fait qu'il n'y aura pas de violence en Algérie. Ajoutez à cela que toutes les conventions que le pouvoir algérien, qui a consommé tous ses crédits avec les instances internationales, maintenant, c'est clair et net que les violences des années 90 et même les violences récentes dans les régions du sud comme Gherdaya, Ouergla, Bjaya, Tougout, c'est clair et net que ce sont des responsables centraux comme Saadani qui était secrétaire général du parti qui avait la majorité dans le gouvernement et dans toutes les assemblées, qu'elles soient l'APN, le Sénat ou même les assemblées de wilaya et de communes au niveau national, qui avait clairement dit que c'était Toufik, premier responsable des services de sécurité, qui était derrière cette violence. Donc ce régime, il lui reste aucun crédit par rapport d'abord au peuple et par rapport aux instances internationales. Même celles qui étaient complices, elles auront du mal à cacher leur complicité pour prendre le risque d'aller dans la violence parce que nous avons maintenant, moi je le dis, je le déclare maintenant en tant que citoyen algérien, je ferai des poursuites, j'engagerai des poursuites devant les tribunaux internationaux pour crimes contre l'humanité, pour crimes de guerre contre ce pouvoir. Déjà, nous sommes en train de réfléchir pour lancer des actions contre ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant les années 90, sans parler du dossier de Frad que j'ai entre les mains et que je prépare pour que des responsables soient questionnés devant la justice internationale parce que la justice algérienne a refusé de traiter de la question de la mort de Frad. Donc maintenant, c'est le pouvoir en place et ses complices qui étaient à l'extérieur, qui ont du mal à continuer à jouer avec la paix et les droits humains en Algérie parce qu'ils en ont trop fait et ils ne pourront plus jamais faire la même chose parce qu'il y a non seulement la prise de conscience du peuple algérien, mais il y a une solidarité internationale. Au niveau international, il n'y a pas que les régimes pourris, il n'y a pas que les gens qui manipulent la finance et qui manipulent la presse internationale. Quand ils veulent, par exemple, couvrir les gilets jaunes en France, ils le couvrent, mais quand ils ne veulent pas les couvrir, ils ne le couvrent pas. Il n'y a pas que ça, il y a une conscience collective au niveau international. Il y a des peuples, il y a des gens qui ont une bonne conscience et qui suivent et qui peuvent agir quand il le faut. Aujourd'hui, le régime algérien, il a trop abusé contre le peuple algérien et il n'a plus les moyens de continuer à le faire. Et restez avec nous. Il ne pourra pas le faire. Restez avec nous, Salah Debou, jusqu'à la fin de l'émission. Juste en parlant de Bouz a parlé de Frère est cité dans la résolution. Oui. Ah, très bien. Le cas de très bien. Frère est cité dans la résolution. Alors, Yahya, une question pour vous. Vous disiez tout à l'heure que la violence n'aura pas lieu, qu'ils ne la manipuleront pas du moins, ils ont trop peur de leur maître, nous avez-vous dit. Or, ce qui s'est passé à Bouira avec l'arrivée de Benflis, où il y a eu des jets de pierre, où il y a eu de la violence. Est-ce que ce genre de comportement, d'attitude ne peut pas dégénérer? Nous allons voir la vidéo et je vous laisserai répondre. Alors, Yahya, avant de vous donner la parole, un blogueur que vous connaissez, que je ne citerai pas, mais que vous connaissez très bien, que nous connaissons ensemble, a dit que cette violence avait été provoquée par 3 agents provocateurs qui sont identifiés par la population comme travaillant sous les ordres de l'ex-DRS. Voilà, il y a ça, et vous ne montrez pas le début. D'accord. Le début, c'était un rassemblement pacifique, comme depuis le début de la campagne. Ouais. Ils voulaient empêcher
le meeting de M. Benflis qui se tenait à l'intérieur d'une salle de la wilaya. D'une salle de fête de la wilaya, etc. Donc ils étaient face à face et puis ils chantaient. Et les policiers, vous avez vu le cordon, c'est impressionnant pour une campagne électorale. Et les policiers d'un côté et ceux qui étaient infiltrés de l'autre, qui ont commencé, les policiers aussi, à balancer des pierres. C'est pour ça qu'il faut voir le début de... Les policiers en train de balancer des pierres. Même ici, si vous regardez bien, vous voyez les pierres arriver, balancées par les policiers. Donc voilà, dans l'autre sens. Il y a eu des blessés, évidemment les jeunes ont riposté, et puis il y a eu beaucoup de monde qui a appelé au calme, et ça s'est calmé au bout de 10 minutes, un quart d'heure. C'est reparti après, une deuxième fois. Ils ont balancé des gaz lacrymaux. Les jeunes, certains jeunes ont riposté parce qu'il y avait des blessés et plusieurs arrestations. Donc ensuite, les jeunes contestaient, protestaient pour faire libérer leurs camarades. Et je viens d'apprendre que toutes les personnes arrêtées ont été relâchées. Donc voilà, c'est circoncis. Il faut appeler à ne pas tomber dans le piège. La personne dit qu'ils ont repéré les personnes en civil, c'est leur technique, surtout si ça se passe en Kabylie. Donc ils jouent des agents provocateurs. Voilà, ils jouent toujours sur ça. Surtout en Kabylie, il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut tomber dans le piège nulle part. Ouais. Garder le pacifisme, c'est la marque de fabrique de cette révolution. Et c'est parce qu'elle est pacifique qu'ils ne peuvent rien faire. Absolument. Leurs armes, ils peuvent les garder et les enfermer, ça ne sert à rien, puisqu'en face, il n'y a rien, il n'y a personne. La meilleure arme, nous dit Yahya, de cette révolution du 22 février est le pacifisme. Mais on a vu que la possibilité de verser dans la violence est possible, surtout avec un régime qui maîtrise l'art de la subversion, de la contre-révolution, de la réaction. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas à l'abri de provocations multiples, mais je pense qu'ils vont les circonscrire dans des territoires habituellement clivants, c'est-à-dire un peu en Kabylie. Mais je ne pense pas que la Kabylie aujourd'hui soit... C'est fini cette fois-ci. Elle ne sera pas instrumentalisée. Ouais. Là. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché avec tout ce qui est... avec cette histoire de l'emblème, cette histoire de Zouave, cette histoire... Voilà. D'appel à la guerre civile, lancé par certains politiciens, entre guillemets, algériens, une certaine parlementaire, qui a littéralement appelé à casser du Zouave. Hein, ils alimentaient la tension et ça n'a pas pris. Moi, je pense que... D'ailleurs, si les blogueurs influenceurs là, sur Facebook puissent appeler surtout à faire leurs actions, mais rester dans le cadre pacifique, ce serait très bien. C'est important. Alors, voilà. Malika, vous voulez répondre? Oui. Non, vous parlez des blogueurs. C'est vrai qu'ils ont un rôle très important. Je ne sais pas si vous avez eu ce chiffre. On estime qu'il y a 20 millions de comptes Facebook d'Algériens. C'est énorme, c'est quasiment la Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la connectivité est la plus faible du monde. Oui. C'est comme si vous fermiez après la Corée du Nord. Bon, la Corée du Nord, on ne l'inclut pas dans ce genre. Avant la Corée du Nord. Alors, c'est comme si vous fermiez un robinet censé avoir un très fort débit, parce que les moyens algériens sont parmi les meilleurs du monde en termes d'infrastructure. Mais le robinet, il est fermé pour ne faire que du goutte à goutte. Pour voir une vidéo en Algérie, vous passez 1 heure. Mais je reviens donc à cette dernière question que je voulais vous poser sur le manque d'implication des jeunes qui ne sortent que quand il y a un match. Quand il y a un match, ils s'impliquent à fond. Nos jeunes compatriotes franco-algériens ou algériens nés en France, ils sortent par millions quasiment, hein, ils sont partout. Mais pour ceux qui du Hirak, il y en a qui participent, mais très peu. Je trouve que, quand même, si on regarde, il y a des manifestations partout, hein, je veux dire. Oui. Il y a des... alors, certains, comme à Lyon, c'est le samedi, ailleurs, c'est le dimanche. Je pense que, quand même... Mais pardon de vous interrompre. Vous qui êtes de Lyon, moi j'ai été à un sit-in devant le consulat. Vous n'avez pas été au bonjour. C'est le jour où les collectifs, il y a 2 collectifs, ils n'avaient pas... Il y en avait un qui était Soufiane Jilali qui tenait un meeting ce jour-là. Voilà. Mais même sans ça, je me suis renseigné, au maximum, ils sont 200 allés. Dans une ville comme Lyon, où il y a un nombre considérable. Ce qu'il faut que je dise, ce qui est important, on a parlé de la contre-révolution. Au début, à Lyon, on était 2000 et on marchait.
on allait de la place du Pont, comme on dit, la place debout, jusqu'à devant le consulat. L'idée, c'est d'aller devant le consulat. Et puis petit à petit, d'abord, les énergies se sont un petit peu affaiblies. Et puis, on a quand même aussi des infiltrations. Nous, par exemple, dans notre collectif... Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Et voilà, alors ça joue un rôle aussi. Hein. Oui. Et mais à ce point qu'il y ait 2 ou 3 agents infiltrés qui arrivent à casser une dynamique de gens qui sont censés être d'abord, le fait des dizaines de milliers. Par exemple, le fait de diviser. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, on faisait ces manifestations ensemble. On était, je vous dis, à peu près 2000 selon les samedis. Et ensuite, il y a une personne qui est arrivée, qui a déboulé, on la connaît sur Lyon, qui a décidé que ça se ferait le dimanche. Alors les gens se sont tous perdus. On y va le dimanche ou le samedi. Enfin, et par exemple, on a eu des réunions où on a su que le lendemain, le consul avait noir sur blanc tout ce qu'on avait évoqué. On avait prévu de faire une action parce qu'il y a ce qu'on appelle des fêtes consulaires. Et le consulat de Lyon avait prévu de tenir un stand. Et on s'est dit, on va y aller, c'est le moment d'interpeller avec les photos des détenus. Mais on n'a pas pu le faire parce qu'on savait qu'on était attendu parce que toutes les informations sont données. C'est quand même important de dire combien cette contre-révolution et cet infiltrage et cette capacité à instrumentaliser des personnes aussi, etc., jouent quand même un rôle qui fait qu'on affaiblit... Après, vous savez, les jeunes d'Algériens, ils sont comme tous les jeunes du monde. Hein. C'est vrai que pour le foot, mais là, il y a une absence quasi totale. Vous regardez la politisation des jeunes français plus globalement, elle n'est pas très importante. Hein. Je veux dire, c'est oui, mais global, moi j'imagine que si les jeunes algériens ou d'origine algérienne sortaient comme ils sortent pour le match de football, j'imagine que la France ne soutiendrait plus le régime algérien. Moi, je pense que ça dépend aussi de l'environnement familial aussi. Hein. L'environnement familial. Et puis les centres d'intérêt, le travail. Je vais vous lire un extrait d'un article que vient de m'envoyer Houssine, qui est à la régie, qui est apparu sur... regardez, vous pouvez le lire. Ça s'est passé à Bouira. Hein. Des manifestants ont tenté de forcer le cordon de sécurité déployé autour de la Maison de la Culture et les forces de l'ordre ont utilisé le gaz lacrymogène et des jets de pierre. C'est les policiers qui ont utilisé des jets de pierre. Hein. Dans la bousculade qui a suivi, des manifestants dont le nombre n'est pas connu ont été blessés et transférés à l'hôpital par la protection civile. Les affrontements ont duré une demi-heure, etc., etc. Donc TSA précise que les forces de l'ordre ont commencé par utiliser du gaz lacrymogène et des jets de pierre. Oui, on le voit clairement sur les vidéos. Tu l'as souligné. Salah Dabouz, le mot de la fin. Je vais faire un dernier tour de micro. Le mot de la fin, je dirais une seule phrase que j'ai dit plusieurs fois à Alger quand je participais aux marches, quand des manifestants me posaient la question, maître, est-ce qu'on va gagner? À chaque fois, je disais, on va gagner parce qu'on a déjà gagné. Donc, je pense qu'on a déjà gagné parce qu'on est en pleine révolution et je n'ai jamais vu une révolution s'arrêter. Le reste, on va l'avoir avec le temps. Et moi, j'appelle à ce que ce hirak se poursuit, même si on change le régime. Même quand on change le régime, il faut que le hirak se poursuive. Quand on n'aura pas l'occasion de s'exprimer au sein des institutions, il faudrait que la nouvelle République, l'état de droit qui va être installé et qui va avoir des institutions légitimes et légales, il faudrait qu'ils nous laissent nous exprimer dans la rue quand on n'aura pas l'occasion de le faire au sein des instituts. Merci Salah Dabouz, qui nous dit très justement que les gens qui sont derrière Gaïd Salah, il est le seul apparent, visible, hein, alors qu'il n'est pas seul. Ils l'ont laissé le seul pour servir éventuellement de fusible. Ça veut dire s'ils nous font le coup de nous le jeter en pâture, comme lui-même a jeté en pâture Saïd Bouteflika et les autres, qu'on fasse attention, nous on ne tombe pas dans ce piège, on veut qu'ils partent tous. La preuve. Yahya. Alors, juste un mot, samedi prochain, il y a un rassemblement devant le consulat d'Algérie à Paris. D'accord. Un passage du trône dans le 11e arrondissement, de 11h à 16h. Métro. Métro Nation. C'est à la sortie du métro. Donc venez nombreux. Et à cette occasion, il y aura des discussions pour empêcher, à partir du 7 décembre, il y aura le début de l'élection, pour s'organiser, pour faire des permanences devant les bureaux de l'élection bidon qu'il faut essayer d'empêcher de manière pacifique. Et je pense qu'on va réussir. Deuxième, pour revenir sur ce que disait M. Debbouze, depuis 9 mois, l'Algérie n'a jamais, ça bouillonne depuis 9 mois, ça parle de politique dans les universités,
dans les cafés, dans les familles, sur les lieux de travail, il y a une conscientisation générale, à une vitesse exceptionnelle. Et ça, c'est gagné. Et donc, voilà. Ça ne sera plus jamais comme avant. Comme avant. Et donc ça, il faut juste le concrétiser. Et c'est pour bientôt. Et cette révolution a déjà gagné. Ce régime est déjà mort. Il faut l'enterrer. Et c'est le seul qui ne sait pas qu'il est déjà mort. Oui. Et dire... Quoi dire de plus? C'est que de la résistance, on va passer à une action dynamique. Ça paraît évident. Il faut le faire, il faut le souhaiter. Toujours dans le cadre pacifique, évidemment. Parallèlement, je voudrais juste dire quelque chose sur la dernière déclaration de M. Le Drian, où il dit directement que c'est important. Il y a une légère évolution. Quant aux modalités de la transition, il appartient aux Algériens qui font preuve. Je pense qu'il y a une évolution de la politique. Pour la première fois qu'il parle de transition au lieu d'élection. Voilà. Ouais. Et donc voilà, et puis je souhaite que ça se passe au son du clairon. Que ce ne soit pas au son du canon. Donc, moi, je préférais que ça se passe au son du violon. Oui, non, du clairon, c'est un clin d'œil que j'adresse à M. Parce qu'au son du clairon, ça suggère des bruits de bottes. Là. Non, c'est un message que j'adresse à M. Gates. Il vaut mieux que ce soit au son du clairon que ce soit au son du canon. Melika Ben Arabat, le mot de la fin vous revient. Non, alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une diaspora. C'est vraiment une richesse pour l'Algérie. Moi, j'en rencontre beaucoup. Alors, certains sont issus de l'immigration des années 60-70, ce qui est mon cas. D'autres sont arrivés plus tôt dans les années 2000, au moment où il y avait toute... Il y a une élite, je ne sais pas si vous le savez, par exemple, en France, il y a un nombre de médecins algériens qui est impressionnant. Et 15 000, nous dit-on. Voilà. Et on sait que certains hôpitaux ne pourraient pas fonctionner, notamment des hôpitaux dans des régions un peu désertiques ou dans un peu désertes, enfin pas dans les grandes villes, sans les médecins algériens ne pourraient pas fonctionner. On a une élite, on a une diaspora qui peut et qui pour moi devrait et doit contribuer à cette transition démocratique. Moi je suis convaincue que nous sommes dans un moment historique, que la transition démocratique va se faire, le régime est finissant, ça va peut-être prendre un peu de temps, on ne sait pas sur quel processus, et donc cette contribution elle doit être importante et forte. D'ailleurs on le voit bien puisque les réunions, les collectifs qui existent sont nombreux, sont actifs. Et ce qui est alors d'ailleurs intéressant, ça serait un peu en contradiction avec ce que vous avez dit. Vous m'avez dit, oui, les jeunes d'origine algérienne ou algériens sont peu nombreux à la politique. Et moi, je dis quand même, on a parlé des 40 000 manifestants à Paris le 1er novembre. Oui, ah oui, oui. 50 000, la presse, la police a évolué à 40 000. Ça veut dire que c'est après le double presque. Ouais. Et il y en avait d'autres en France partout. Donc en réalité, je pense que la diaspora est très active, elle va contribuer. Et je pense que cette Algérie que l'on voudrait, on est dans un moment où on essaye, et c'est très important, il faut que les détenus soient libérés, il faut que ces élections, si on peut, ne se tiennent pas, ou en tout cas si elles se tiennent, elles ne seront pas légitimes, mais il faut déjà penser à l'après. C'est-à-dire qu'il faut imaginer notre Algérie demain, telle qu'on la veut. Et pour ça, on a aussi besoin d'avoir une autre culture en Algérie. Quand vous avez été dans un pays qui était autoritaire, où vous étiez harcelé, etc., il y a une espèce de formation à mettre en place pour apprendre à travailler dans un État démocratique et comment le faire. Merci beaucoup. Merci Melika Ben Arabatou, merci Diroun Noren, merci Yahya Bonouar, merci Salah Dabouz, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que pour ce qui est de la communauté algérienne, non pas seulement en France, mais partout dans le monde, j'aimerais rappeler le rôle qu'elle a joué pendant la guerre de libération nationale. La communauté algérienne en France, qui n'était composée quasiment que d'ouvriers, que de sous-payés, de sous-salariés, a été le premier soutien financier de la révolution algérienne, bien loin devant la Chine, bien loin devant tous les autres réunis tous ensemble. Et je rappelle aussi que M. Ouyahia, quand il était aux affaires, avait manipulé la Constitution, une Constitution scélérate, littéralement votée pendant la nuit, où les Algériens de l'étranger ont été réduits à des citoyens de second collège, qui ne peuvent même pas se présenter à certaines charges électives, entre autres, qui a commencé par l'article 51 avant qu'il ne soit transformé en un autre numéro. J'espère que la nouvelle constitution de la première République algérienne tiendra compte de l'importance de ces enfants à l'étranger. Et j'aimerais vous rappeler aussi, comme on le fait à chaque fois dans cette émission, qu'aujourd'hui,
le premier ennemi de ce régime, le premier, et le pacifisme du peuple algérien et la fraternisation que ce peuple a réussi à concrétiser en son sein, malgré tout ce qu'a entrepris ce régime pour le diviser. Merci beaucoup. N'oubliez pas, pardon. L'union, c'est comme ça que ça se passe dans cette émission. C'est tout ce qu'on veut, sauf du professionnalisme. Alors, vous êtes en train de voir le lien pour pouvoir demain suivre les débats du Parlement européen en direct. Vous allez voir les débats, les questions, etc., etc. أبقوا على خير بسلامة. الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر، عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار. تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي، الشعب الجبار سيدي، الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر، علمه مربوطة في الظهر في يده شعار. المسيرة ما هي مقطرة، احنا احرار سيدي، احنا احرار سيدي، احنا احرار. الراية البيضاء بالخضر، نجمة وهلال بالحمر، حتى الانتصار. العصابة تضحى خسرة، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار. يوم الجمعة في البرد والمطر، وغواشي على مد البصر من كل الأعمار. شرطة خاوتنا وحاضرة.